Les ouvriers, planteurs, producteurs, intermédiaires, inquiets de la perspective de chômage, s'affolent et traduisent cette inquiétude par des déclarations les plus angoissantes les unes que les autres. Les organisations politiques, dans une tentative de capitaliser sur ce mouvement populaire, foncent en dénonçant, fort correctement d'ailleurs, la politique de destruction systématique pratiquée par le CNG du tissu industriel national, appliquant ainsi, disent ces organisations, ce qu'elles nomment le plan américain. L'an dernier, cette flambée d'angoisse populaire a coïncidé, fort correctement d'ailleurs, avec la première vague anti-américaine de notre histoire depuis la mort de Charlemagne Péralte et Benoît Badraville. Mais cette effervescence légitime ne tenait pas compte d'un élément capital qui ne diminuait en rien la légitimité de la colère populaire, tout en interrogeant la lucidité d'organisation politique, une fois de plus à la remorque du mouvement des masses, et ne remplissant pas le rôle qui doit être le leur, c'est-à-dire celui d'engager un débat utile, fructueux, sur les causes profondes de la crise que vivait notre peuple à l'époque. Ce fait capital, l'an dernier, passé sous silence à l'époque, c'était l'accumulation d'un profit déclaré scandaleux par un rapport de la Banque mondiale, autorité internationale, profit réalisé durant 5 ans de monopole par les actionnaires de l'entreprise qui fermait ses portes en 1986. Cette année, la crise du sucre pose les mêmes problèmes, causant le même émoi dans les couches pauvres de notre population et provoquant la même précipitation aveugle parmi les organisations politiques. Grève générale décrétée ici et là, déclaration de soutien à l'industrie nationale, tandis que l'on fait chorus sur l'absence de politique industrielle du CNG. Ici, à Radio Haïti, car il est bon dans ce contexte de souligner pour le moment certaines différences, nous avons fait entendre, certes, les voix et positions de toutes les parties en cause. Jeudi et vendredi dernier, à ce micro, ont défilé pêle-mêle les ouvriers de l'usine, les planteurs de canne, les brasseros haïtiens, les managers de l'entreprise, les propriétaires, les gestionnaires, qui ont eu toute l'attitude d'informer le public sur les éléments de la crise douloureuse que nous vivons. Cette année, l'emphase est mise plutôt principalement sur la contrebande du sucre dominicain, entrant sans contrôle sur un marché haïtien livré par nos gouvernants, impassibles et hautains, insensibles aussi bien aux souffrances des travailleurs du sucre qu'aux producteurs de riz l'an dernier. Mais notre rôle à cette station ne s'arrête pas là. Samedi et dimanche, et ce matin tout à l'heure, nous avons diffusé une conversation avec 2 experts, Charles Clermont et Patrick Elie. Chiffres et rapports à l'appui, ils ont expliqué comment les usiniers du sucre avaient réalisé un surprofit d'environ 6 à 8 millions de dollars par an selon un système typiquement haïtien. Sous-paiement des producteurs de canne, d'une part, monopole absolu de vente du sucre, ce qui permettait la fixation d'un prix à un niveau parfois double de celui du marché mondial. Cette accumulation de capital, réalisée sur ponction directe et forcée du producteur de canne, a eu un double effet. Celui d'accélérer la baisse de productivité de nos plantations, de nos cannets, et celui d'appauvrir le producteur. Mais de plus, ce capital accumulé n'a en rien servi, par réinvestissement, à une modernisation de l'appareil de production industrielle du sucre. Tel est notre travail de journaliste, dans une situation où la lumière projetée sur l'événement permet aux uns et aux autres de mieux comprendre les choses. Si j'insiste ce matin sur cette nouvelle manifestation de notre objectivité et donc de notre indépendance, c'est parce que l'on confond souvent dans certains milieux intellectuels et politiques la publicité commerciale que nous vendons et qui nous permet de vivre et une prétendue subvention que la bourgeoisie nous accorderait. Le mot subvention, je le trouve dans le numéro du Nouvelliste du jeudi 9 avril 1987,
sous la signature d'un historien respecté, respectable, Michel Rolf-Trouillot, et je cite, « De même, les médias sont toutes subventionnés, médias commerciaux subventionnés par la bourgeoisie. » J'estime que ce mot est léger pour ce qui nous concerne. Dans un tel contexte, dans la mesure où il fait fi de toute une tradition d'indépendance politique, d'indépendance économique que nous avons tenté d'établir depuis une quinzaine d'années à cette station, avec d'autres à l'époque, d'autres médias, d'autres organes de la presse qui nous ont laissés en chemin. Mais notre chemin à nous, à Radio Haïti, reste le même. Nous vendons de la publicité, certes, c'est notre marchandise. Nous la vendons, comme on vend des journaux, comme on vend des ouvrages, produits de la recherche intellectuelle d'historiens, par exemple. Mais ceci n'engage en rien notre ligne d'information et notre ligne éditoriale. Nous l'avons souvent répété sous la dictature. Et j'insiste sur le mot sous la dictature, car à l'époque, il s'agissait de la dictature du Valiero bénétiste. Que l'on comprenne bien la signification des phonèmes du Valiero bénétiste. Dire aujourd'hui que nous sommes subventionnés par la bourgeoisie, comme on se prête à le dire, parfois à notre micro même, où nous recevons historiens, sociologues, politologues, dans une sorte de table ronde où chacun a le droit d'exprimer ses points de vue, c'est, je crois, d'une légèreté intellectuelle qui, et nous comprenons pourquoi, il s'agit ces jours-ci dans le débat politique, qui n'est pas ouvert, car il s'agit pour les uns et les autres de soliloquer, mais non pas d'échanger, il s'agit ces jours-ci de tenter intellectuellement de ramener la réalité foisonnante et multiple que nous vivons sur le lit de Procuste des systèmes intellectuels. Il est facile, dans la situation actuelle, de dire, après avoir voté oui au référendum, de ne voir dans le bulletin de vote que la couleur blanche du bulletin, la couleur blanche des tissus qui habillent les individus, comme aussi la couleur blanche des votants. Il est facile de ramener toute chose à ces nuances estompées par les systèmes intellectuels dans lesquels nous évoluons. Mais une autre chose est, d'une part, d'écouter soigneusement la radio, où les voix populaires passent régulièrement, d'écouter soigneusement la base, les ouvriers, les paysans, les chômeurs, les artisans, qui, eux, disent un autre discours, lequel aurait dû être entendu. Il aurait certainement enrichi les débats intellectuels et politiques. Quoi qu'il en soit de la largesse de vue de nos interlocuteurs ou de nos détracteurs, Radio Haïti demeure une station indépendante qui vend de la publicité, certes, mais attention, comme je le disais personnellement au général Nanfi quand je l'ai rencontré, mon général, ou pas gain assez cob pour t'acheter Radio Haïti. Parce que Jean-Claude Duvalier était gain plus cob passé haut. Il n'y a pas de cas acheter Radio Haïti. Alors c'est à cette phrase que je m'arrête aujourd'hui. Notre publicité commerciale vendue sur nos antennes est une garantie de notre indépendance politique. Une garantie que nous continuerons à garder. Parce que nous n'avons pas de monde qui permet de garder Radio Haïti pour dire ministre intérieur, général, président qui a acheté nous. Voici la petite mise au point à propos du sucre. Amer peut-être, ceci est une autre histoire. Dans nos murs, hors nos murs, toute l'actualité sur Radio Haïti Inter. L'actualité à brûle-pourpoint, Haïti Inter fait le point. Ouragan sur le sucre haïtien.
Les décisions de fermeture d'usines tombent comme autant de chapes de plomb sur la classe ouvrière d'une part, les planteurs et coupeurs de canne d'autre part. L'an dernier, c'était Narbonne, cette année, Welsh, Centrale des Salines, Hasco. Tous les secteurs concernés par la crise du sucre en Haïti réagissent depuis quelques jours, dénonçant la contrebande et une politique économique livrant notre pays pieds et poings liés à l'invasion des produits étrangers. Durant toute la guerre livrée par les paysans de l'Artibonite aux contrebandiers du riz, nous avons tenté d'informer l'opinion publique, comme c'est notre devoir de journaliste, sur les divers aspects de ce problème qui, d'un côté, menace la vie de milliers de planteurs de riz, et de l'autre, sur la question des pépés par exemple, met en danger le quotidien de centaines de petites marchandes et pacotilleuses. Dans chaque cas, ce qui est visé, quoique d'une façon contradictoire, c'est l'économie nationale. Et ce qui est en cause, c'est bien une politique économique pratiquée cyniquement par le Conseil national de gouvernement et son sibyllin ministre des Finances, Leslie Delatour. C'est dire qu'ici, à Radio Haïti, nous n'avons de leçons de nationalisme à recevoir de personne. Mais la direction de la Hasco a cependant cru bon de concentrer ses coûts sur notre station dans une note parue dans les divers organes de la presse nationale et de la presse de diaspora. Nous avons donné jeudi dernier lecture intégrale de cette note, en soulignant au passage les points hors débat où les insinuations tendancieuses, véritables procès d'intention, étaient à la limite de la diffamation. Notre propos ici aujourd'hui n'est pas d'engager une polémique stérile où les affrontements de personnes cachent le plus souvent les réels problèmes qui doivent être agités en saison démocratique devant une opinion publique justement alarmée par une détérioration tragique du tissu industriel haïtien et l'augmentation concomitante du chômage et de la misère. Monsieur José Bouchereau, directeur général de la Hasco, dans une note de presse datée du 15 avril, s'autorise d'un rapport de la Banque mondiale pour justifier la perte de 5 millions de dollars déclarée par la compagnie en 1986-1987. Les rapports de la Banque mondiale des 14 juin 85 et 29 septembre 86 que nous avons sous les yeux, s'ils parlent bien des coûts de production de sucre des usines de Narbonne et de Welsh, sont muets sur ceux de la Hasco. Premier point, donc, la Banque mondiale ne parle pas de coûts de production de la Hasco. Cependant, le rapport de la Banque mondiale qu'évoque M. José Bouchereau, directeur général de la Hasco dans sa note de presse, analysant les causes de la baisse de production du sucre en Haïti, désigne du doigt, et ceci d'une façon non équivoque, la part déclinante qui revient aux planteurs de canne sur les gains réalisés sur le sucre et l'augmentation anormale de cette part que s'attribue l'usinier. Nous citons textuellement le passage du rapport de la Banque mondiale. D'abord en anglais, vous excuserez notre prononciation, et ensuite en traduction française. The farmer's share of production cost of raw sugar has fallen from 50% in 1970 to only 29% in 1983. These figures contrast with an accepted international standard for an efficient sugar production enterprise of 70% for cane and 30% for processing. End of quotation. Traduction. Ce qui revient aux planteurs de canne sur les coûts de production du sucre brut est tombé de 50% en 1970 à seulement 29% en 1983. Ces chiffres, poursuit le rapport, sont en contradiction avec le standard international accepté pour une entreprise de production efficiente de sucre, standard qui est de 70% pour le planteur de canne et 30% pour l'usine. Fin de citation et de la traduction. Le rapport de la Banque mondiale, évoqué donc par la Hasco dans sa note de presse, confirme incontestablement, et même au-delà, les chiffres et analyses
avancés par Patrick Elie au micro de Radio Haïti. Chiffres et analyses qui avaient provoqué le courroux de la note de presse de José Bouchereau. De quel côté est la désinformation? Pour ce qui est des coûts de production de la ASCO, selon M. Bouchereau, soit 39,96 $ le sac de 100 livres, coût de production que l'on avance sur présentation d'un rapport de la Banque mondiale qui ne parle jamais de la ASCO, eh bien, notre question reste la même. Que la ASCO produise un bilan comptable certifié de sa gestion sur 5 à 10 ans, de façon à permettre au public de mieux comprendre, d'une part, cette perte de 5 millions de dollars enregistrée au cours de l'exercice 86-87, et d'autre part, la dette de 7 millions de dollars que M. Bouchereau et Maître Georges Desrigot évoquent dans leur entrevue avec les 2 reporters de Radio Haïti et que nous avons diffusée. Nous demandons donc, pour mieux comprendre les choses, cet audit certifié des livres comptables de la ASCO pour mieux comprendre cette perte de 5 millions de dollars et cette dette de 7 millions de dollars à la Nova Scotia. Il y avait, dans les déclarations de M. Bouchereau et de Maître Georges Desrigot, une demande implicite d'aide publique. Je cite, « Si nous trouvons cet argent, disaient M. Bouchereau et Maître Georges Rigaud, nous pourrons fonctionner. » L'État haïtien semblait ainsi être sollicité de voler au secours de la ASCO en difficulté financière. Or, l'argent de l'État, c'est notre argent, celui de toute l'opinion publique, celui de tout un peuple, riches et pauvres confondus. Cette opinion publique peut donc s'estimer en droit de demander légitimement des comptes dès le moment où une entreprise privée appelle à l'aide de l'État pour la sauver de ses difficultés financières. Le public est en droit de demander des comptes à cette entreprise privée. Quelle est la cause réelle du déficit? Et pourquoi, depuis 10 ans, il n'y a eu aucun investissement en vue de l'amélioration de la productivité de la canne et de la modernisation des équipements de l'usine? Amélioration de la productivité de la canne, modernisation des équipements de l'usine. Là encore, le rapport de la Banque mondiale précise que la capacité d'utilisation des usines a décliné durant la période de 1970 à 1983. La Banque mondiale dit que de 88% de capacité d'utilisation, en 1970, celle-ci s'est ramenée à 40%. Cela désigne clairement la mauvaise gestion des propriétaires d'usines qui n'ont pas réinvesti leurs profits dans un maintien des équipements et une modernisation de ces équipements dont ils ont hérité des propriétaires précédents. Enfin, cette insouciance liée à une âpreté aveugle au gain immédiat nous semble en contradiction flagrante avec un souci réel de développement industriel à la défense duquel l'on nous convie si collectivement. Il existe dans le secteur industriel haïtien actuellement des exemples d'actions ponctuelles qui manifestent le désir des entrepreneurs de lutter efficacement contre la contrebande et d'aider valablement les planteurs affectés par ce fléau. Les producteurs de poulets achètent le riz des paysans de l'Artibonite et l'offrent gratis en prime à leurs consommateurs. Voilà un exemple où producteurs industriels de poulets volent au secours des riziculteurs pour faire ensemble front commun devant l'ennemi, la contrebande. Une autre démarche positive doit être ici signalée.
c'est celle des producteurs de pâtes de tomates, de sauce de tomates et de tous les dérivés de la tomate, qui ont investi des dizaines de millions de dollars dans un équipement industriel moderne à forte capacité de production et qui financent chaque année la production agricole des tomates en plein champ. Ceci sous la forme d'aides directes aux planteurs pour assurer le crédit nécessaire aux successives campagnes agricoles. Des millions de dollars sont ainsi injectés dans le circuit paysan, améliorant directement productivité et bonification des terres, contribuant ainsi à un développement agricole et industriel, d'une part, et d'autre part, à la consolidation d'un secteur agro-industriel seul capable de lutter contre la contrebande et contre une politique néfaste du Conseil national de gouvernement qui ouvre le pays à l'invasion des produits étrangers. Seul capable de lutter contre cela et pas à la dégradation des terres, comme c'est le cas de la canne. L'on crée enfin, en agissant de la sorte, ce secteur agro-industriel dans la ligne d'action que préconise depuis quelque temps l'Association des producteurs agricoles, la APA, et qui doit déboucher, selon les responsables de cette association, si souvent entendue au micro de Radio Haïti, sur une modernisation progressive de nos structures agraires. Nous ne discuterons pas leur philosophie, mais nous constatons leur action, et c'est ça qui compte dans une conjoncture comme la nôtre. La modernisation du secteur agricole par l'introduction de crédits industriels, il y a là un chemin qu'il faudrait pouvoir baliser pour l'opinion publique. Une chose est, lorsque les nuages s'accumulent sur un secteur, comme le secteur sucrier, dont l'imprévoyance et l'avarice ont été manifestes ces temps derniers, une chose est de crier au secours pour la défense de l'industrie nationale, une autre chose est d'agir effectivement en industriel responsable dans ce secteur, responsable d'un équipement vétuste qu'on n'a jamais contribué à moderniser, responsable d'un secteur agricole qu'on n'a jamais contribué à aider effectivement par une politique d'investissement et de financement. Pour finir, comme nous avons été directement visés par une note de presse aux insinuations tendancieuses, et je cite, « Nous aurions souhaité que les responsables de la station Radio Haïti Inter vérifient l'information, et cela auprès de sources crédibles avant de la propager, et nous avons prouvé que nous avons été aux sources. » Rapport de la Banque mondiale, avancé un peu légèrement par la note de presse de M. José Bouchereau. Deuxièmement, la note de presse termine en disant « Car en informant, il faut se soucier d'abord de son public et non pas de ses intérêts personnels. » Petite allusion à quoi? Faut-il que M. José Bouchereau soit sommé officiellement de s'expliquer sur cette insinuation tendancieuse à la limite de la diffamation? Il faut s'écarter de toutes ces passions. Nous l'avons précisé, nous avons la passion de la vérité ici à Radio Haïti. La vérité qui souvent fait rougir la face du diable ou des diablesses. Se garder d'agir sous le coup de ses émotions, une seule émotion, le bien public, de ses préférences idéologiques. Là, attention, nous arrêtons pour dire aux signataires de cette note de presse qu'entre la conception archaïque de pareilles allusions tendancieuses et le temps où nous vivons, il s'est passé quelque chose en Haïti, ce quelque chose a une date, le 7 février 1986. Il n'est plus question, pour noyer quelqu'un, de dire qu'il a des préférences idéologiques. Plus question. Il faudrait bien que les signataires de la note de presse réfléchissent aux changements opérés en Haïti depuis lors. Changements dans les concepts, changements dans les pratiques, comme nous venons de le souligner à propos d'industriels responsables de progrès, et changement aussi dans une approche des débats qui doivent permettre à tous les responsables de l'économie nationale de bâtir enfin une politique industrielle valable.
il n'est pas question, dans une note de presse, de désigner de doigt les préférences idéologiques de tel ou tel. Nous reviendrons sur cette question bientôt pour baliser les alliances monstrueuses qui se cachent derrière les appels à l'aide. L'actualité à brûle-pourpoint, Haïti Inter fait le point.